Bonjour Jean-Michel, Bonjour c'est un Cyril. plaisir d'avoir cet échange avec toi au sujet de ton dernier ouvrage, Défense et illustration de l'action internationale, l'exemple de l'Organisation internationale du travail. Donc Jean-Michel, je rappelle juste pour ceux qui nous regardent que tu as une longue carrière au sein du Bureau international du travail où tu étais directeur. Tu as une longue expérience à Genève, mais aussi sur le terrain, comme on dit à l'OIT. Tu as été en poste à Beyrouth, à Bangkok. Tu as effectué de nombreuses missions dans le monde, en Amérique latine, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et puis, tu as aussi une carrière universitaire en Espagne, je crois, en Belgique, qui t'a mené donc aujourd'hui à présider la Société internationale de droit du travail et de la protection sociale. Euh, et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu nous dises d'où est venue cette idée de ce livre, sa genèse, et quel est le principal message que tu as voulu passer à ceux qui te lisent et te liront. Ça s'est fait un peu progressivement et avec de forts encouragements de certains de nos amis et chercheurs, en disant qu'avec une expérience de plus de 30 ans à l'OIT, sur l'action internationale, mais aussi sur les problèmes sociaux, il était peut-être temps d'en tirer quelques leçons et d'en faire profiter d'autres. Et donc, c'est ça, globalement, le message. Et puis, je dirais que le débat à l'occasion du centenaire de l'OIT en 2019 m'a un peu encouragé, dans la mesure où j'ai vu que là-bas, le débat se focalisait sur deux attitudes différentes. D'une part, et en schématisant, hein, il y avait les nostalgiques, en disant l'OIT n'est plus ce qu'elle était au moment de sa création, on a un peu perdu son esprit. Oui, certes, et je peux comprendre cela. En revanche, le monde a passablement changé et nous rêvions, et quand je suis entré à l'OIT, j'en rêvais d'un monde plus juste socialement, et nous pensions on était dans le sens d'un progrès social. Et puis, nous avons dû déchanter, on connaît les problèmes du jour, la crise sérieuse du multilatéralisme que nous connaissons. Il y en a eu d'autres avant, donc il ne faut pas non plus la dramatiser. Et le fait qu'on est passé un peu trop, à mon goût d'ailleurs, de la loi dure à la loi tendre, à la soft law, à des déclarations qui ont certainement leur utilité politique, mais qui ne sont pas faites pour la durée. Un engagement politique est un engagement à court terme. Et euh, j'ai voulu aussi un petit peu ranimer l'intérêt pour les normes internationales du travail de droit dur. Alors, on va revenir sur les normes, voilà. Mais évidemment, quand on lit ce livre, qui est à la fois un témoignage personnel, fondé sur ton expérience, et puis aussi qui a une fonction pédagogique. On comprend mieux comment fonctionne cette organisation, ses instruments d'action, ses normes. Encore une fois, on va y revenir, mais quand on lit cet ouvrage, on le lit aussi à l'aune du contexte que nous vivons aujourd'hui, qui est un contexte de remise en cause profonde du multilatéralisme. Et c'est vrai qu'on voit à travers ton témoignage, finalement, l'utilité, malgré tout, que représente cette organisation pour résoudre un certain nombre de problèmes que les États pris isolément ne peuvent pas régler. Absolument. Euh, et c'est d'ailleurs l'objectif final du livre est de répondre à la question à quoi sert l'action internationale? Est-elle efficace? C'est ça. Et la réponse est, bien sûr, elle l'est moins que ce qu'on peut espérer, mais elle est bien davantage que ce que je pensais pouvoir faire quand je suis entré dans l'organisation. Les crises, on peut y revenir tout à l'heure si tu le souhaites, euh, il y en a eu d'autres. La crise entre les deux blocs pendant la guerre froide était quelque chose qui profondément déstabilisait les organisations. Et donc, on retrouve une autre crise dans un autre contexte. On peut en voir les causes, mais évidemment,
je dirais, toute l'évolution même technologique ne pouvait que créer d'autres problèmes qui sont là aujourd'hui, avec les apprentis sorciers de l'intelligence artificielle et ceux qui croient que tout peut se faire autrement. Mais je pense, et nous allons sans doute y revenir, on est quand même tous dans le même bateau. Il y a un destin commun. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut avoir des normes de conduite communes. Et ce qui me frappe, c'est que même du côté patronal, on pourrait dire vive la liberté, il y a notamment dans les multinationales, un désir d'une régulation, pour qui n'est pas nécessairement celle des syndicats, mais d'une régulation. Alors précisément, si tu avais à répondre à la question à quoi servent les normes internationales du travail, comment aborderais-tu la question? Parce que souvent on fait le procès des normes internationales en comparaison avec les normes nationales, en pointant leur manque d'effectivité, leurs lacunes. Que mettrais-tu en avant? Bon, revenons au principe, revenons aux objectifs premiers. Bon, il y en avait 3 en fait. Celui qui est le plus connu, c'est bien sûr la protection du travail, la protection de bonnes conditions de travail, ça tout le monde est d'accord. Il y en avait un autre, depuis le début, qui était le souci des employeurs, qu'on dirait ouverts, de ne pas subir la concurrence des mauvais employeurs. C'est-à-dire que, ceux qui ne donnent pas de bonnes conditions de travail ne bénéficient pas d'un avantage comparatif par rapport aux autres. Dans un pays, mais entre les pays aussi. Un employeur français par rapport à un Chinois ou un Américain. Donc, la deuxième, c'est d'éviter cette concurrence par le bas. Et puis, il y en a un troisième qu'on ignore peut-être et qui reste valable. L'OIT a été créé après la Première Guerre mondiale, quand il y avait la crainte, la frousse des bolcheviks et d'une révolution communiste dans le monde. Et le BIT a été créé en partie comme une autre réponse aux problèmes ouvriers, comme on les appelait à l'époque, par rapport à la révolution, c'est-à-dire une façon d'améliorer sensiblement leurs conditions de travail pour éviter la lutte des classes ou pour la rendre plus supportable, disons. Donc, il y a là une question de cohésion sociale qui se pose et qui reste posée en d'autres termes. Mais j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que les prolétaires d'aujourd'hui, ce sont tous ces précaires qui ont des petits contrats. Donc la question continue à se poser au niveau national, mais aussi au niveau international, avec la concurrence entre pays, favorisée aussi, bien sûr, par la possibilité du télétravail ou de toutes les formes de travail. Comment peut marcher un tel projet normatif international? Quels sont les ressorts à la disposition de l'OIT pour faire en sorte que ces normes remplissent, atteignent les objectifs que tu... La première chose, c'est qu'il faudrait, mais je ne vais pas y revenir trop longuement, mais il y a un processus d'élaboration qui est long et peut-être un peu fastidieux, mais qui est un dialogue constant avec les gouvernements, leurs employeurs et leurs syndicats, pour essayer de trouver un dénominateur commun, disons, sinon de tous, d'une majorité de pays. Et donc, ces règles sont des normes minimales qui sont adoptées sous la forme de traités, sujets à ratification, donc les États s'engagent ou ne s'engagent pas. Il y a de très bons pays, la France et l'Espagne sont les deux pays qui ont le plus ratifié. Les États-Unis et la Chine sont des très mauvais élèves de ce point de vue-là, les États-Unis encore moins d'ailleurs. Mais ces normes, une fois ratifiées, sont obligatoires. Alors, qu'est-ce que signifie être obligatoire? Ça veut dire qu'on a l'obligation de les appliquer, mais aussi de justifier cette application, de la prouver. Et il y a tout un processus de rapport ou de plainte qui permet de vérifier auprès d'organes de contrôle de l'OIT qui émettent, appelons ça des recommandations, des conclusions des recommandations. Donc ce n'est pas obligatoire. Mais ces recommandations sont reprises par les organes de décision de l'OIT, la conseil d'administration et la conférence, qui peuvent les rendre obligatoires
Et éventuellement, il y a même un recours à la Cour internationale de justice. Donc, c'est obligatoire. Le problème, c'est être obligatoire, ça veut dire qu'en cas de non-respect, il y a sanction. Et là est le vrai problème, et ce n'est pas un problème propre à l'OIT, c'est le droit de toutes les organisations internationales finalement, c'est que la Charte des Nations Unies prévoit 3 types de sanctions. Sanctions militaires. On ne peut pas envoyer des casques bleus pour faire respecter la liberté syndicale dans un pays donné. C'est surréaliste. Sanctions économiques. La constitution de l'OIT, mais à un moment donné, même le prévoyait, ne le prévoit plus, mais ça n'empêche. Et on voit que dans des cas comme celui du Myanmar ou de la Biélorussie, il y a un encouragement, sinon au boycott, au moins pour les États, comme toutes les autres organisations internationales, de se focaliser sur le respect de ces normes. Ça ne marche pas terriblement bien, ni à l'OIT, ni à l'ONU. On le voit. Hein, les sanctions économiques de l'Union européenne ou des États-Unis vis-à-vis de certains pays n'ont pas des effets étonnants, disons. Et il reste l'utilisation, finalement, de la diplomatie et de la publicité, c'est-à-dire la mobilisation de la honte. Et là, ce fut ma surprise quand je suis entré à l'OIT, il n'y a aucun État, et je pourrais ajouter aucune multinationale, qui aime d'avoir une contre-publicité. Je racontais tout à l'heure le cas, car on peut y revenir éventuellement, de la Libye au moment du colonel, à l'époque Kadhafi, qui a accepté sous la pression et d'une mauvaise image d'entrer en négociation et en médiation avec nous pour qu'on puisse obtenir un dédommagement de travailleurs immigrés qui avaient été expulsés. Donc, cela marche, et cela marche souvent. Sur un registre, donc, finalement, davantage politique que juridictionnel, en tout cas. C'est-à-dire que oui, ça dépend un peu la définition qu'on se fait du droit. Des débats, c'est la publicité des débats. Exactement, qui donne la force. L'audition à la conférence internationale du travail et sa commission, le relais par les syndicats ou par les associations d'employeurs selon les cas, la presse qui joue l'image l'image que le voit un pays. Voilà, exactement. Donc là, cela dit, je maintiens, le droit des organisations internationales est un droit fragile. Il ne faut pas l'assimiler aux droits nationaux. Il l'est moins pour le droit des investissements, le droit financier. Pourquoi? Parce que la sanction vient tout de suite. Vous ne respectez pas mes règles d'investissement, je coupe. Je n'investis plus chez vous. Et là, ça marche tout de suite. Ça marche aussi quand, sur les problèmes, je dirais, où la honte est particulièrement forte. Question de génocide, question éventuellement de travail des enfants, même de torture. Là-dessus, ça va encore. Mais quand on arrive sur les questions sociales, les questions de travail, l'intérêt économique et le bien-être des gens qui travaillent sont mis en parallèle, et ça marche évidemment moins bien. D'où la nécessité de trouver une autre formule, et c'est d'utiliser cette publicité comme arme, comme épée de Damoclès, pour obliger à un dialogue et à une médiation. J'ai fait plein de médiations quand j'étais à l'OIT, et je peux dire que les miennes comme celles de mes collègues, hein, s'il ne s'agit pas des personnes, ça marche très souvent. Ça ne marche pas chaque fois, mais ça marche très souvent. Alors, il y a une question bien connue des spécialistes des normes internationales du travail, c'est la question du droit de grève. Et il y a une actualité, hein, puisqu'il y a eu saisine de la Cour internationale de justice. À partir de cet exemple, hein, de cette controverse historique sur le droit de grève et l'action de savoir si son exercice est couvert ou pas par la Convention 87 de l'OIT, quel enseignement tires-tu avec ton expérience et ton recul de cette controverse sur les limites de l'action de l'OIT lorsque ces mandants, finalement, ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un modus operandi sur telle ou telle question? Oui, le premier constat, ce n'est pas la première fois que la chose est arrivée.
le souligne, il y a eu comme cela un blocage des procédures de contrôle organisé par l'URSS à un moment donné, qui n'était pas d'accord sur des questions de liberté syndicale avec la majorité des membres de la commission d'experts qui avait critiqué l'URSS. Donc là, il y a eu un blocage entre les groupes employeurs et travailleurs sur cette question. La question, finalement, comme c'est possible, a été renvoyée pour avis à la Cour internationale de justice. Et ce n'est pas un scoop de dire qu'on attend l'avis pour la semaine prochaine, le 21 mai, sauf s'il y a retard. Bien. Mais supposons ce que chacun à l'OIT souhaite, disons en tout cas les fonctionnaires et beaucoup, j'espère, de gouvernements, que le droit de grève soit reconnu comme effectivement implicitement contenu dans la question. Même dans cette situation favorable, on ne règle pas la question. Parce que la question n'est pas de savoir s'il y a droit de grève ou pas, finalement. C'est de savoir jusqu'où va-t-on avec la grève. Quelles sont les modalités, quelles sont les limites de la grève, et y a-t-il des grèves permises et d'autres qui ne le seraient pas, grève politique, etc. Et les enseignants peuvent-ils aller en grève ou non? Est-ce qu'un service essentiel? Donc, il y a des questions qui resteront à se poser et qui nécessairement impliqueront un dialogue. Et j'ajouterais que ce dialogue, finalement, a continué d'exister. D'abord, pendant très longtemps, et je suis un peu technique ici, mais je crois qu'on est devant un public de juristes, au comité de la liberté syndicale de l'OIT, qui est un organe de contrôle tripartite. Il y a des patrons, des employeurs, des travailleurs et des gouvernements. Et là, au cas par cas, on a continué à traiter de la question de la grève, jusqu'au moment où il y a eu recours à la Cour internationale de justice, où les employeurs sont devenus très fileux en disant tout ce que nous disons peut être pris contre nous, donc nous ne disons plus rien. En plus, et j'étais indirectement associé, pour débloquer, c'est en 2015 si je me souviens bien, les procédures de contrôle, après 2 ans de situation très compliquée, un dialogue a été repris entre les 2 groupes, employeurs et travailleurs, avec l'aide des gouvernements. Le changement d'ailleurs de vice-président employeur a été un élément aussi qui a favorisé. On a pris un Scandinave qui a plus l'habitude du dialogue. Et ils ont là aussi dit, bon, en attendant que la question puisse être réglée de façon plus profonde, travaillons au cas par cas. Et donc là aussi, il y a donc déjà un début de dialogue. Et il faut espérer que ce dialogue va se développer après pour qu'on soit raisonnable. Bien. Alors, je te propose maintenant de poursuivre la conversation un peu sous un autre angle qui est très présent dans ton livre sur l'analyse que tu fais de la mondialisation et de son évolution. Tu as rappelé que dès le départ, dès 1919, l'OIT avait partie liée avec cet objectif de régulation de la mondialisation, éviter les distorsions de concurrence, faire en sorte que la méconnaissance des droits sociaux ne soit pas un avantage comparatif. C'est une question qui reste évidemment d'actualité. Dans ton livre, tu dis à un moment donné que la mondialisation a affaibli l'OIT. Est-ce que tu pourrais un peu préciser ce que tu entends par là? C'est un peu paradoxal, évidemment, que ce phénomène a affaibli l'OIT à un moment donné où on en a probablement plus besoin. Absolument. Pour quelle raison? Mais la mondialisation, c'est d'abord, fondamentalement, une révolution technologique qui a permis cette mondialisation. Je me rappelle avoir parlé en 1989 avec l'ambassadeur du RSS encore. Il a dit, mais pourquoi en 1989 pensez-vous cette perestroïka? Puis on dit, mais le problème, c'est la concurrence technologique avec les Américains. Nous devons nous adapter. Et l'ambassadeur américain m'a confirmé que c'était ça qui avait fait la différence. Donc, c'est ça qui bouleverse les choses et qui bouleverse et qui affaiblit les 3 acteurs principaux de l'OIT. Elle affaiblit les États, parce que les États
cherchent tous à attirer des capitaux et qu'il suffit de pousser sur un bouton pour que tel investissement quitte la Chine pour aller au Vietnam, comme ça se passe pour l'instant, ou en Inde. Donc, on essaye d'assouplir sa législation du travail, fiscale d'abord, mais éventuellement du travail. Il y a eu la création de zones franches. Les employeurs ne font plus face à une concurrence fondamentalement nationale ou régionale, mais mondiale. Et un employeur français doit tenir compte, je l'ai déjà dit, des conditions faites par ses concurrents américains ou chinois. Si elles sont moins bonnes, il va essayer assouplir à l'interne, sur les questions de salaire ou de durée du travail, ou à l'externe, en évitant de recruter à durée indéterminée, et surtout des petits contrats, ou des heures supplémentaires pour éviter les recrutements. Et du côté syndical, mais fatalement, ils sont aussi cette mobilité, cette menace du capital qui part dans un pays, les affaiblit nécessairement. Et me revient toujours à l'esprit un exemple d'il y a quelques années, c'était chez BMW en Bavière, grosse entreprise florissante, DG Metall, qui est un syndicat allemand peut-être le plus fort de ces syndicats d'un pays où le syndicalisme reste très puissant. Et DG Metall dit, vous faites de gros bénéfices pour l'instant, nous voudrions une augmentation de salaire. La direction refuse, le syndicat dit, nous allons aller en grève. Et le syndicat dit, et la direction répond, allez en grève, mais nous transférons en République tchèque. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Alors une réponse possible face à cette situation, c'est d'essayer de faire en sorte que les normes internationales de travail de l'OIT, finalement, renforcent leur influence auprès, d'autres, organismes en charge de la régulation de l'économie, mondiale. Je pense notamment à toute la question des accords de commerce et de la façon dont ces accords de commerce qui organisent les flux commerciaux entre les différents pays, puissent intégrer, des clauses sociales. Est-ce que l'enjeu, c'est pas de passer à d'une politique normative, au sens strict du terme, à une politique d'influence normative? C'est faire en sorte que les normes de l'OIT soient reprises par d'autres institutions que l'OIT. Je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Influence, certainement. Influence sur le contenu, influence sur l'identification des violations, et influence, et je peux dire avec des exemples même personnels, sur la manière de régler le problème. Je me rappelle un cas en Indonésie, un autre en Jordanie, où j'ai dû envoyer un expert en étant obéité d'une fois à Bangkok, l'autre à Beyrouth, pour régler un problème d'un traité bilatéral avec clause sociale, et où le pays critiqué disait, vous, OIT, vous pourriez nous aider. Et ces cas ne sont pas rares. Donc, c'est certainement utile, complémentaire de l'action de l'OIT. Mais on ne peut pas la réduire à cela. Parce que si on réfléchit bien, ces clauses sociales ont aussi beaucoup de limites. La première, c'est le contenu. Il y a quelques normes, mais pas beaucoup. Les normes fondamentales en particulier. Les normes fondamentales, mais parfois plus certaines que d'autres. La discrimination, toujours. Tu fais référence à la liberté syndicale. La liberté syndicale, oui. Qui n'est pas la plus référencée. Je dirais que oui, souvent, dans les clauses sociales des traités internationaux, oui. Dans les clauses sociales des multinationales, très rarement. Donc, il y a et je pense qu'il ne faut pas réduire non plus les normes de l'OIT aux droits fondamentaux. La sécurité sociale, c'est essentiel. Les conditions de travail des femmes, c'est essentiel. La protection de la maternité, hein, nous entendons, etc. Ça, c'est une question. Les effets sont inégaux. Il est bien connu que les Américains font plus respecter leurs clauses sociales dans leurs traités que les Européens en matière sociale. Ils sont plus timides, plus frileux. D'où souvent la sensibilité des pays latino-américains. Exactement. Au contentieux normatif. Exactement. Donc, il y a les effets,
et il y a la durée. Et je dirais le champ d'application. Ça ne concerne que 2 ou quelques pays. Au maximum, comme dans les accords de Cotonou, Europe ancienne, pays ancienne colonie. C'est un peu plus étendu, mais ça reste toujours limité en termes de pays. Et pour la durée aussi, ces traités sont reconductibles. Donc, complémentarité, sans aucun doute. Substitution, non. Et s'agissant des entreprises multinationales qui aujourd'hui ont un rôle majeur dans la cartographie des réseaux de production dans le monde à travers leurs décisions d'investissement, de filiales ou ou de choix de leurs fournisseurs, quelle est ton expérience par rapport aux instruments que l'OIT a pu mobiliser dans le passé et mobilise aujourd'hui? Je pense notamment à des programmes comme Better Work, qui est sans doute le plus élaboré en matière d'offres de services pour le secteur privé. Oui, bon, au départ, une multinationale n'est pas représentée à l'OIT parce qu'il est rare que cette multinationale, même si la maison mère est dans un pays représenté, ce qui est presque toujours le cas, ne s'intègre pas dans les associations nationales d'employeurs. Elles sont multisectorielles, tandis que la plupart des associations d'employeurs restent fondées sur des secteurs. Et elles n'ont pas nécessairement très envie d'y être non plus. Elles ont leur club de multinationales, leur réseau à eux. Et donc, elles restent en dehors, avec le résultat qu'elles ne sont pas intégrées aux structures de décision de l'OIT. Elles restent en dehors. Et les États n'ont pas toujours ni la capacité, ni l'envie de trop les gêner, parce que pour eux, c'est une source de prospérité multinationale. Donc, elles ne sont pas là. L'OIT, comme l'ONU, comme beaucoup d'organisations internationales, a essayé quand même de les associer à travers la déclaration tripartite à l'OIT, révisée avec des points de contact nationaux, mais contrairement à ceux de l'OECD, les points de contact de l'OIT n'intègrent pas les multinationales, les maisons mères des multinationales. Et là, il y a une différence, parce que dans son rôle de médiation, eh bien, l'OIT fait moins que ce que fait l'OECD. J'ai un cas hollandais en tête. Donc, il y a des choses. Et il y a d'autre part des programmes de coopération. Il y a eu, à l'occasion de certaines catastrophes comme Rana Plaza au Bangladesh ou pendant la pandémie, des accords de cadre qui ont été conclus entre des multinationales et des syndicats internationaux, et l'OIT était présent et a aidé, d'une façon ou d'une autre. Les normes internationales. Et les normes ont aidé, et les normes ont servi de cadre et de référence. Donc, certainement. Et puis, il y a des programmes comme Better Work qui associent dans certains projets, celui du Cambodge est le plus élaboré et le plus connu, des multinationales, les filiales ou les sous-contractants nationaux, les syndicats nationaux, les syndicats internationaux, le gouvernement, pour essayer de faire respecter des normes minimales, notamment dans le secteur textile. Alors, dans ton livre, il y a aussi dans la dernière partie une dimension un peu prospective, où tu interroges le tripartisme et l'avenir de ce format, en rappelant notamment un certain nombre de mobilisations sociales, qu'il s'agit de la défense des droits des travailleurs migrants ou de questions liées à l'environnement, ou certains acteurs sociaux de la société civile, donc des ONG, jouent une place importante. Quelles leçons tu tires de l'analyse de ces mouvements-là par rapport à ce format du tripartisme, qui reste une question à la fois sensible et très prégnante à l'OIT, puisqu'il s'agit de nos membres, de nos membres. Oui, je dirais qu'il y a deux aspects. Donc, affaiblissement
y compris des syndicats, oui. Il n'empêche, et la France en est un exemple typique, je dirais, la capacité de mobilisation des syndicats reste très grande en cas de problème social. Ce que j'ai remarqué aussi à travers toutes mes expériences, c'est que si un syndicat collabore d'une façon ou d'une autre avec ce qu'on appelle les ONG, hein, dans les domaines sociaux ou dans le domaine écologique, les chances de succès sont bien plus grandes parce que la pression sur l'opinion publique est meilleure et donc l'opinion publique oblige les gouvernements, voire les grandes entreprises, à lâcher du lest. C'est clair, je cite un exemple américain dans mon livre, en Californie, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc cette alliance-là, retourner vers des problèmes concrets, souvent des problèmes locaux, les aide. Ce qui n'est pas simple d'ailleurs, parce que avoir des préoccupations globales et des préoccupations locales en même temps, la coordination entre les deux n'est pas ça. Donc, je dirais, en gros, les syndicats ne sont pas morts. Et si les syndicats ne sont pas morts, les employeurs seront toujours en face pour pouvoir discuter avec eux. Et ils gardent quand même, sur le plan de la représentativité, une représentativité nettement plus significative que ces ONG. Je dis souvent des ONG à mes étudiants, il y en a deux sortes. Vous avez des associations fondées sur les principes démocratiques de l'association. On élit les membres, c'est l'Assemblée générale qui le fait, les comptes sont transparents, on sait d'où vient l'argent, on sait à quoi il va, et les activités sont décidées par l'Assemblée. Et puis vous avez des fondations. Il y a des fondations admirables, mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Et il est de notoriété publique que dans bien des cas, c'est des fondations, disons, ont des liens plus ou moins étroits, soit avec les services secrets, soit avec une agence gouvernementale quelconque. Et que les employeurs ou les syndicats hésitent davantage à collaborer avec eux, n'est que, je crois, assez naturel. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, je crois, je crois. Alors, il y a une autre question que j'ai envie de poser, ça sera peut-être la dernière, c'est le travail se transforme. Enfin, on vit une époque de bouleversement des modes de production et de la façon de travailler, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle la double transition numérique et écologique, de l'intelligence artificielle. Pour toi, comment vois-tu la façon pour le droit du travail de relever ce défi de la protection de tous les travailleurs au niveau international? Comment est-ce que l'OIT peut contribuer à ce vaste chantier? Sur quelle source d'inspiration pouvons-nous mobiliser pour faire évoluer un certain nombre de nos instruments? Je pense notamment à la question de l'environnement ou à la diversification des formes de travail. Je dirais, il y a deux choses pour moi. Il y a d'abord quelque chose qui n'est pas encore bien perçu, mais qui est là, très présent. Ce sont les conflits que j'appellerais transnationaux du travail. Conflit qui ne signifie pas nécessairement action collective, un conflit. Et là, on est très dépourvu. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais même avec les règlements européens Rome 1 et Rome 2, on est loin de régler ces problèmes. Pour les conflits de droit, on le fait encore. Pour les conflits d'intérêts, c'est-à-dire quand on veut améliorer ces conditions, on le fait bien moins. Et je pense qu'il serait très utile à l'OIT d'avoir une convention internationale sur le droit applicable, la juridiction compétente et les procédures d'exécution à l'étranger des décisions. Cela devient urgent. Et cela, d'ailleurs, est aussi réclamé du côté patronal par les multinationales qui ont besoin d'y voir et d'avoir un peu de stabilité sur ces questions. Voilà un aspect. L'autre, sur le droit du travail en général, je lancerai 4 pistes. La première, sur le droit de la responsabilité. On voit, et la France est un peu en pointe sur ces questions, ou l'a été en tout cas, utiliser davantage la responsabilité partagée, solidaire ou subsidiaire,
entre l'entreprise utilisatrice et l'employeur théorique, quand on peut l'identifier. Bon, on peut toujours en identifier. Sur les questions de sous-traitance, on parle. En particulier sur les questions de sous-traitance, mais aussi dans les questions de plateforme, on y arrive. Ça, c'est un aspect. Il y a une autre méthode, et là, les législations varient. On peut étendre aux précaires de façon autoritaire la protection du travail, en disant ils sont salariés ou ils sont présumés salariés, les travailleurs à domicile, par exemple. On peut le faire par présomption, on peut le faire simplement par décision législative. Ou bien il y a la méthode italienne au départ, de créer une catégorie intermédiaire. On ne sait pas trop s'ils sont indépendants, s'ils sont salariés. En fait, ils sont plutôt indépendants, mais ils sont dans une situation de subordination qui est la même que les salariés. Donc, donnons-leur certains droits et pas d'autres. Et on trouve ça dans plusieurs législations, en Espagne, en Allemagne, d'une façon différente en Grande-Bretagne également. Et puis, il y a une troisième formule. Et là, je m'inspire d'écrits notamment d'Alain Soupiot, qui citait le droit canon, en disant, finalement, est-ce qu'il n'est pas naturel, comme en droit canon, que la personne qui s'enrichit du travail d'un autre se sente également une obligation vis-à-vis de ces personnes, de participer à un minimum de bien-être pour cette personne. Là, on est un peu encore, je dirais, sinon dans le rêve, en tout cas dans l'espoir, mais c'est certainement une piste. Voilà pour la responsabilité. Deuxième piste, les vieilles institutions du droit du travail, on pourrait peut-être un peu les mettre à jour, les dépoussiérer. Et la première, c'est la subordination. Je viens déjà d'en toucher un. Mais est-ce que la subordination juridique telle qu'on la conçoit doit être maintenue? Est-ce qu'on ne peut pas la remplacer par une subordination de type économique, si on dépend réellement, si une personne dépend réellement pour son travail d'un ou deux donneurs d'ordre, n'est-il pas dans une situation comparable? J'ai lu récemment des statistiques sur le Grand Londres. Il y a plus de pauvreté chez les indépendants que chez les salariés. Où en était-je? Troisième, donc tu avais la responsabilité. Oui, c'est ça, la subordination. la subordination, ou bien simplement donc de remplacer l'une par l'autre. Oui. Deuxièmement, sécurité sociale. Il y a des expériences très réussies dans certains pays comme l'Inde ou le Brésil, où on a étendu la sécurité sociale dans le nombre de branches couvertes, mais aussi dans la couverture des personnes bénéficiaires, en faisant collaborer sécurité sociale et aide sociale. Mais une aide sociale conditionnelle à certaines obligations. Obligation d'envoyer les enfants à l'école, obligation pour la femme enceinte d'aller régulièrement voir, d'aller dans un centre hospitalier, etc. Le programme familial. Bolsa familiar de Lula. Hein? Oui. Non, il n'avait pas de Lula, il avait avant. Antérieur, oui. Donc, ce genre de choses permet de progresser. Et on voit qu'en Inde, comme au Brésil, avec cela, le niveau de pauvreté baisse. Je ne dis pas que c'est toujours les plus pauvres qui en profitent, il y a toujours des problèmes divers, mais ça va dans le bon sens et c'est efficace. Et puis le troisième est évidemment le dialogue social. Ouvrir le dialogue social, c'est un peu, le sujet est sensible, mais je pense que d'une façon ou d'une autre, s'ouvrir aux groupes, tu citais les groupes écologiques, mais il y a des groupes de défense de droits particuliers, les droits des femmes. On sait que dans l'histoire sociale, ces mouvements féministes ont joué un rôle important. Donc, s'ouvrir à eux. Donc là, je renvoie à ce que j'ai déjà dit. Puis, troisième, aux dernières pistes, s'inspirer d'autres droits que le droit du travail. Je n'ai pas le temps de développer sur le droit maritime, mais il y a là une convention très intéressante de l'OIT qui vise justement ces questions de mondialisation. Si on y réfléchit, il y a 3 États qui sont impliqués dans ces conventions. L'État du pavillon, l'État du port
où le bateau arrive et l'état de la nationalité des navires. Et à travers cette triple point d'ancrage, eh bien, on arrive à couvrir la majorité des pays du monde. Donc là, il y a des choses à faire. Le droit de la responsabilité, je l'ai cité, mais on pourrait encore citer même, et sans provocation, le droit commercial. Parce que le concept d'entreprise, le concept de groupe et d'entreprise dominante, on le trouve dans ces droits-là. Et ils ont commencé, y compris en France, à être utilisés en droit du travail pour responsabiliser l'entreprise mère. Sur les questions d'information, d'accessibilité à l'information, de transparence, le droit commercial est certainement en avance sur le droit du travail. Là aussi, il y a une source d'enrichissement. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel. Et à tous ceux qui veulent en savoir plus, je recommande la lecture de ce livre Défense et illustration de l'action internationale, l'exemple de l'OIT. Merci. Merci Cyril, c'est trop aimable.